Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Très heureuse d'être avec vous ce soir. On démarre maintenant. Notre plateau est assez étoffé pour justement regarder l'actualité nationale et pourquoi pas internationale. Pascal, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis chez vous. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle. Marius, bonsoir. Toujours à son poste. Bonsoir à tous. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Madame, monsieur, et vous qui nous suivez, j'aimerais avec vous donc qu'on puisse se déplacer encore une fois au Cameroun. Alors, vous le savez bien, le conflit qui oppose la FECAFOOT et le ministère des Sports. Dans toute cette affaire, que dit la FIFA? Eh bien, déjà le 6 mai, la FIFA avait déjà réagi sur le dossier. Alors, quelques mots choisis du secrétaire, du directeur de la division association membre, Kenny Jean-Marie. Il disait ceci: « Nous sommes également de l'avis que les décisions concernant le recrutement des membres des structures d'encadrement doivent rester parmi les droits et les compétences réservées uniquement au comité exécutif de la FECAFOOT. » Ensuite, il poursuit, disant la convention avec le ministère des Sports et l'Éducation physique de 2015 en son article 9 doit être revisée dans les plus brefs délais afin de clarifier les droits et les compétences de chacune des parties prenantes. Pour information, le préparateur physique qui avait été nommé hier par Etofis, le président donc, de la FECAFOOT, Tenke Ngumu, le préparateur physique, a été affecté aujourd'hui même à l'est du pays, voilà, à la frontière carrément. Donc, ce sera compliqué à Mulundu, voilà, à l'est du pays. Ce sera donc difficile pour lui, normalement, selon la mesure qui a été prise, de pouvoir honorer cette nouvelle fonction auprès de la fédération. Messieurs, vos différentes réactions. Commençons par vous, Daouda. D'accord. Je pense que en la matière, lorsqu'on en débattait encore ici, la première fois là où tu as fait appeler le confrère du Cameroun, le fameux article 9 est revenu. Et moi, quand j'écoutais, je lis cet article 9, je me dis qu'en fait, aujourd'hui, la FECAFOOT est en train de se prévaloir un peu de ses propres turpitudes. C'est-à-dire? Pourquoi je parle de turpitudes? Parce que si on signe une convention ensemble, et dans cette convention, on nous dit que le choix de l'encadrement technique se fait de concert avec le ministère. Donc, toi-même, FECAFOOT, fédération, tu t'es mis dans un imbroglio que finalement, où tu ne devais pas partir. Oui, allez-y. Parce que les textes de la FIFA sont clairs à la matière. Le politique n'a pas à s'y mixer dans les questions de football. Mais vous, comme les États ont leurs lois et que vous avez utilisé vos propres lois en interne pour que le politique s'y mixe déjà. Donc aujourd'hui, j'estime que Samuel Etofis et la FECAFOOT sont en train de se prévaloir de leur propre turpitude. Mais là où je suis content, c'est que le communiqué de la FIFA amène chacun à revenir... À revoir sa copie. À revoir sa copie, mais à revenir à l'orthodoxie même du sport roi, qui est le football, c'est que le politique ne doit pas s'y mixer dans les affaires sportives. Marius Komoé, lisons un peu cet article 9 qui crée débat et donc pour qui la fédération, la FIFA demande à ce que ce texte-là soit révisé. Est-ce qu'on peut le lire pour meilleure compréhension? La FIFA est très claire. Non, je veux dire l'article 9 donc, de la convention entre donc, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football stipule ce qui suit. En ce qui concerne le recrutement et salaire des membres des structures d'encadrement, l'article 9, en son point 1, dit ceci: les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre, je précise, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque c'est le ministère, pardon, c'est la FECAFOOT qui recrute, eh bien, le ministère doit valider. Et si c'est le cas contraire, c'est-à-dire si c'est le ministère qui recrute, cela doit être exécutoire. On dit exécutoire. Votre commentaire maintenant.
Eh bien, je trouve que ce n'est pas bon au regard donc, des textes qui régissent même le fonctionnement du football dans le monde et tels qu'édités par la FIFA. Nous avons connu de tels problèmes ici en Côte d'Ivoire, même si ça ne touchait pas la compétence de la désignation de notre entraîneur entre la FIFA et puis son ministère de tutelle. Mais il faut rappeler que... Vous parlez de la période qu'on a été mise où on a connu le CONOR et quand on avait connu la normalisation au niveau de la FIFA. Mais il faut retenir une chose. Chaque organisme doit connaître sa place. En matière de football, la FECAFOOT, elle devrait être la seule entité compétente pour recruter justement un entraîneur, puisque les résultats de l'entraîneur, qui les assume? C'est bien le président de la FIFA et son comité directeur. Et non pas de la FIFA. Le président de la FECAFOOT et son comité directeur, et non le ministère en charge des sports et de l'éducation physique du Cameroun. Qui plus est, au niveau, par exemple, de l'ordre même protocolaire, de la gestion des choses administratives, la FECAFOOT a pour tutelle le ministère en charge des sports, et puis le ministère des sports a pour patron le Premier ministre, et le Premier ministre a pour patron le président de la République. Et donc, que le ministère vienne véritablement s'immiscer dans les affaires intérieures en termes de recrutement d'un entraîneur, moi je dis que ce n'est pas le rôle d'un ministre de recruter un entraîneur. Le rôle d'un ministre, c'est de plutôt travailler à définir une véritable politique nationale du sport. Et le football fait partie également de ses prérogatives. Mais aller jusqu'à choisir un entraîneur qui doit avoir des compétences que le comité exécutif définit, je trouve que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est vraiment déplorable. Et cela peut évidemment leur coûter une normalisation de la FIFA, si l'on y prend garde. Mais en même temps, il faut rappeler que tout ce qui se passe au Cameroun, lorsqu'on écoute bien les textes, c'est basé donc sur ce texte 2015. Et sur cette convention. 2015. Sur cette convention. 2015. En son article 2015, oui. Pascal, votre regard sur la situation? Alors moi, je ne suis pas une experte de foot, loin s'en faut, mais ce texte-là, ça appelle quand même à la logique des uns et des autres. Je vais me permettre un avis sur cet article 9. Pour moi, le verre est dans le fruit. Exactement. Pour deux raisons. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr. Et cet argent-là, en français facile, on nous dit que l'État va payer l'entraîneur principal, les entraîneurs adjoints, mais qu'il ne va pas les choisir ou qu'il laisse la possibilité au président de la FECAFOOT de les choisir, mais il peut donner un avis négatif qui, lui, est contraignant. C'est-à-dire que s'il n'est pas content, l'État ne valide pas l'entraîneur choisi par le président de la fédération. Donc tous les points de cet article-là sont précurseurs des problèmes qui sont en train de vivre maintenant. Vous avez totalement raison. Et je suis totalement étonnée qu'au début, qu'à son arrivée, il n'y ait pas eu, je ne sais pas si les instances du football le prévoient, mais une vraie réflexion sur les textes qui fédèrent la FECAFOOT. Alors vous allez me dire, si l'État donne une enveloppe, une subvention globale à la FECAFOOT et qu'elle en fait ce qu'elle veut, l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint ne dit pas « c'est l'État qui me paye ». Parce que c'est la FECAFOOT qui reçoit 1 milliard, 2 milliards de l'État et qui décide de créer ces lignes budgétaires. Mais s'il est spécifié que l'entraîneur est payé par l'État, vous voyez ce que je veux dire? Le lien est trop direct avec les institutions. La main qui donne, c'est elle qui ordonne. Mais Exactement. en même temps, notons ensemble que au point 4 de l'article 9, les salaires des autres membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont eux, par contre, recrutés payés sur la base d'un contrat sont payés par la FECAFOOT. C'est comme s'il y avait deux types de contrats à la FECAFOOT. Ceux qui bénéficient de la manne, et j'imagine qui doit être un peu plus conséquente de l'État, et puis les autres, je dirais les autres membres, enfin je ne dirais pas les sous-fifres, qui sont payés par la FECAFOOT directement. Donc déjà, quand dans une organisation, il y a deux castes comme ça de salariés, les problèmes ne sont pas très loin. Herman Aboua, comment est-ce que vous appréciez tout cela? Mais moi, d'abord, je voudrais situer le contexte du football camerounais lorsque cet article 9 a été mis, cet accord a été fait entre la FECAFOOT et le ministère. Allez-y. On est en 2015. On sait bien les problèmes de la fédération, de la sélection camerounaise. C'était une sélection, souvent les joueurs ne sont pas bien payés, il y avait problème, il y a tous ces débats-là. Donc, comme l'État, en ce moment-là, l'État était venu, comme le gouvernement était venu, comme participer à cet effort-là,
à trouver des formules pour contraindre plus ou moins la fédération. Mais cet accord-là, justement, elle va à l'encontre des principes même de la FIFA, à laquelle la fédération camerounaise de football est affiliée. Je vous lis quelques principes. L'article 14.1, l'article 14, l'alinéa 1 de la FIFA, les associations membres ont des obligations. Ils doivent diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu'aucun tiers ne s'y immisce, conformément à l'article 19. Je vais aller visiter deux alinéas de l'article 19. L'alinéa 1. Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance, sans influence indue d'aucun tiers. Encore une précision. L'article 4 dit, la FIFA ne reconnaît pas les décisions d'organes n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l'article de l'alinéa 2. Mais pour terminer, les sanctions qui sont prévues, on dit quoi? La violation de ces obligations par une association membre entraîne les sanctions prévues par les présents statuts. Et les sanctions, c'est quoi? Suspendre. C'est-à-dire que soit, parce que quand on regarde cet article 9, ça veut dire que la fédération, le football, l'Africa Foot a décidé de cavaler seul. Mais tout à l'heure, on dit oui que Eto'o et son comité, enfin aujourd'hui, ont des problèmes. Mais c'est quoi? Eto'o est venu, ça fait de 2015 à maintenant, c'est 9 ans. Justement, c'est parce que Eto'o veut régler ces questions-là qu'on en parle aujourd'hui. C'est pourquoi peut-être qu'Eto'o fait le bras de fer pour que la FIFA prenne ses responsabilités. Et heureusement, le 6 mai, la FIFA l'a dit clairement. Toutes les questions, on va chercher des contorsions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les autres fédérations, les États, les gouvernements soutiennent financièrement les fédérations, mais ça ne donne aucun droit au ministère et autres là, de venir à chaque fois à la porte de Idriss Diallo pour dire que oui, c'est moi qui vais gérer le football à ta place. Ce qui est fait au Cameroun, c'est que le politique est en train de s'immiscer, depuis 9 ans, a pris l'habitude de s'immiscer dans le football. Sur la base de leurs textes. Sur la base de tests. Mais les tests sont... En ce moment, pourquoi ils vont jouer les compétitions internationales qui sont réglementées par la FIFA? Si vous ne voulez pas respecter les règles de la FIFA. Aujourd'hui, la FIFA joue le jeu diplomatique. On vous laisse réviser vos tests, cet article 9-là, de façon rapide. Sinon, les sanctions prévues, les sanctions, si l'Africa Foot veut quitter peut-être la FIFA, elle va le faire, mais la FIFA va forcément les contraindre à y arriver. Élisée Boloubeu, est-ce que vous pensez que justement sur la base de ces textes, on pourrait dire comme Daouda que le comité dirigé par Eto'o, en fait, n'a pas le choix que d'aller en fonction de ce que le texte dit. Le texte dit que le ministère a obligation de valider le choix du sélectionneur. Mais en même temps, ce n'est pas l'Africa Foot qui a choisi le sélectionneur, c'est bien le ministère. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci? Moi, je veux qu'on aille étape par étape. Prenez déjà le communiqué qui sort de la FIFA. La FIFA ne remet pas en cause le test. Depuis le convention, la FIFA ne remet pas en cause la convention de 2015. La FIFA dit que cette convention-là doit s'adapter dans les plus brefs délais à la réalité qui est celle du fait que la gestion du football doit être confiée exclusivement à la fédération. Donc, c'est dit que la FIFA sait qu'il y a une convention, il y a un test qui régit ce fonctionnement. Et il voit justement que ce test-là est antinomique au fonctionnement de la FIFA. Oui. Et moi, ça m'interpelle. Samuel Eto'o, avant de prendre la tête de la Fédération camerounaise de football, a fait une assemblée générale. La Fédération camerounaise de football a été sous normalisation de 2017 à 2018. Oui. Donc, pour sortir de la normalisation, pour rentrer dans l'ordre normal des choses, comme on le dit si bien, il a fallu avoir une AG. Et ça, c'est supervisé par la FIFA. La FIFA n'a-t-elle pas, durant tout ce temps, vu qu'il y avait un problème qui pouvait être suscité dans le futur avec cette thèse de convention, avec cette convention, il y a un problème qui est posé. Aujourd'hui, je crois que la FIFA doit avoir le courage, et je pense que c'est ce qu'elle dit implicitement dans son test, que rapidement cette convention-là soit mise aux normes réelles de ce que la FIFA doit être. Donc, c'est dit que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, là, ce n'est pas un abus d'autorité du ministère. Le ministère agit sous la base d'un test. C'est une réalité. C'est vrai que Samuel Eto'o peut considérer à un moment donné qu'on est en train de quelque part lui imposer quelque chose. Mais la réalité, là, c'est qu'on est en train de lui imposer, là, ça c'est basé sur un test. Donc il faut que ce test-là, c'est pourquoi la FIFA lui dit, ce test-là, allez rapidement dans les plus brefs délais, le réviser. Quand vous dites aller rapidement, c'est avec qui le fait? Avec le ministère? Mais bien sûr, avec le ministère, la convention. Évidemment, le veuille. Oui, non, le ministère le voudra. Le ministère le voudra parce que la FIFA est très ferme là-dessus. L'émission du politique dans la gestion du football
vous soumet à une menace de normalisation. Très bien. Voilà, le politique ne doit pas s'immiscer. Donc, je sais que les autorités camerounaises sont conscientes qu'il faut aller le plus rapidement, comme le dit, à une convention qui clarifie en tout cas les responsabilités des uns et des autres. Donc, je pense que quelque part, je dis, à quelque chose, malheur est bon. La situation arrivée aujourd'hui, ça va désormais permettre de clarifier une bonne fois pour toutes la responsabilité des uns et des autres dans la gestion du football camerounais pour qu'on puisse vraiment aller à une sérénité. En même temps, le texte de la FIFA a été produit depuis le 6 mai. Oui, mais parce que la FIFA... Et hier, on a eu ce qu'on a vu. On a vu parce que la FIFA avait déjà vu la crise venir. La nomination de Brice a été faite, de Marc Brice. La nomination de Marc Brice a été faite il y a environ 3 semaines en arrière, où ça a été déjà contesté par Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Donc la FIFA déjà avait vu qu'il y avait un problème. Donc c'est pourquoi justement elle a produit ce texte qui date du 6 mai, mais qui est aujourd'hui en train de ressortir. Et depuis le 6 mai jusqu'à aujourd'hui, 28 mai, je suis même surpris que rien n'a été fait dans ce sens et qu'on se retrouve dans une telle situation. C'est justement le sens de ma question à Daouda. Daouda, le texte produit par la FIFA, apparemment, n'a pas fait bouger les lignes. On a vu ce qui s'est passé avec le conseiller Tolo à la fédération. On voit bien que l'équipe intérimaire qu'Eto'o a mise sur pied hier, et le préparateur technique, physique, a été affecté à l'est du pays. Réaction, Daouda. Non, en fait, ça, c'est l'Afrique dans toute sa splendeur. Donc, quand on n'est pas d'accord avec toi, et qu'il est fonctionnaire, c'est parce qu'il est sûrement comment on appelle ça? Non, à la capitale, à Yaoundé, qui peut s'intéresser. Si on t'envoie à Mulundu, à 15 000 km, 24 000 km, on va voir comment tu vas t'intéresser au sport. Mais moi, là n'est pas ma question. Moi, j'aimerais revenir sur un fait qui est important. Et le problème, c'est que le football mondial a ses textes. C'est cela. Mais en interne, on peut avoir nos propres textes, nos propres conventions entre nous. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire ici. Et c'est ce qui nous a envoyé à la normalisation. Parce qu'on disait que pour que tu sois président, il fallait avoir le soutien de X, Y clubs, de soutien des arbitres, de ceci, de cela. La FIFA ne reconnaissait pas tout ça. Mais ce sont des textes que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Donc, ils le respectent. Donc, aujourd'hui, moi, je vais dire les choses clairement. Il faut qu'aujourd'hui, la FECAFOOT et le ministère mettent un peu d'eau dans leur Nyamakoudji. Pour sortir de la crise. Oui, pour sortir de la crise, parce que les compétitions pour le mondial, c'est dans quelques semaines. Les 7 et 8, oui. la semaine prochaine. Et donc, oui. Si on est dans ce conflit larvé entre la FECAFOOT et le ministère, mais quand on regarde une Coupe du Monde sans le Cameroun, ça ne sera pas vraiment une Coupe du Monde avec les 9 pays d'Afrique. Parce que les meilleures équipes d'Afrique, la Côte d'Ivoire en tête, le Cameroun fait partie de ces meilleurs pays-là. Donc, que chacun mette un peu d'eau dans son verre. Herman, pour sortir de la crise, solution pour Moi, je pense qu'il y avait quand même... Quand on dit que les lignes n'ont pas bougé depuis là, moi, je ne suis pas d'accord. Allez-y. Parce que Eto'o était contre une nomination de Brice au départ. Oui. Mais après, Eto'o a lui-même officiellement, selon cet accord avec la TICLEF, il a adoubé, oui. Il a adoubé, il a cautionné et autres. Mais aujourd'hui, quel est le problème? Le problème se pose pourquoi? Parce que Brice, le sélectionneur, dans sa force, parce qu'il a été nommé par le ministère, enfin, il a été cautionné par le ministère, donc qui a contraint plus ou moins, selon les tests, Eto'o à rendre effective sa nomination, ne voulait pas communiquer, travailler de concert avec Eto'o. Voilà pourquoi la réunion d'hier devait se tenir. Et la réunion d'hier, c'est Brice qui était convoqué pour échanger ensemble, pour planifier l'avenir de la sélection. Et que le ministre envoie son conseiller Tolo pour dire qu'il faut qu'on ait l'ordre du jour avant que la réunion ne commence. Ce que Eto'o a refusé, tout naturellement. Moi, sur la question de l'ingérence du politique, la FIFA a été très claire. Ça n'a rien à voir avec des gens qui sont statutairement, enfin, qui peuvent être statutairement. Pour vous, c'est un autre problème. Qui peuvent être des votants statutairement. Oui. Sur la question de l'ingérence du politique, sur toutes les fédérations, de la FIFA n'accepte pas cela. Exactement. Et c'est justement lorsqu'elle sent la même mise du politique qu'elle vient souvent réagir. Aujourd'hui, 9 ans, elle a demandé, la recommandation qui a été faite là, ce n'est pas à Eto'o qu'on l'a fait, c'est justement au ministère, aux dirigeants du pays de faire en sorte que si vous ne voulez pas qu'on vous suspende, parce que quand on suspend le Cameroun, c'est vrai que Eto'o, lui, n'est plus président de la FIFA, de la FECAFOOT. Mais en même temps, le Cameroun ne participe plus aux compétitions organisées par la FIFA. Il faudrait que les gens comprennent que
le politique, ce qu'ils font là, ça ne doit pas se faire. Ils ne devaient même pas emmener dès 2015 à cet accord-là. Alors, je rappelle que le texte a été produit en Côte d'Ivoire, oui, Marius. Avec tout respect, je vous dois. Allez-y, je vous en Côte d'Ivoire, vous remarquerez qu'au niveau de la FIF, il revient au comité exécutif de la FIF de choisir nos entraîneurs. On a vu les différents cas ici. Et puis, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye à travers nos taxes et nos impôts. Et nous sommes d'accord. Mais moi, j'aimerais poser une question. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On va écouter Pascal et puis on prend Daouda. Moi, je voudrais vous poser la question parce que la FIFA, c'est une grande organisation. La FIFA, c'est presque un État dans l'État dans chaque pays. Je pense que si on avait assez de terres, un petit peu comme le Vatican, la FIFA aurait un drapeau, aurait un emblème. Elle a un open de terre, c'est la Zurich en Suisse. L'open de terre qui est considéré comme un État, non, je ne crois pas, on n'ira pas jusque-là, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. La FIFA, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Absolument. Une si puissante organisation, avec une telle histoire, avec une telle expérience. Quand on prend même celle de la Côte d'Ivoire, qui date d'il n'y a pas longtemps, quand on regarde le courrier, et je suis sûre que nous, on a vu la partie visible de l'iceberg, parce que vous voyez que c'est filmé à Essian. Donc, ça veut dire que la FIFA, elle, qui est introduite, qui est dans le secret des dieux, savait qu'il y avait quelque chose qui l'arrivait. Nous-mêmes, nous le savions, mais je pense qu'elle savait encore plus qu'on irait vers cette situation-là. Alors, je reviens à ma question que je vous pose à tous ici. Comment se fait-il que quand une fédération traverse des moments difficiles en termes de crise financière ou de crise de leadership, la FIFA, qui a les moyens pour, entre guillemets, mettre les fédérations sous tutelle et procéder au paiement, quitte à ce qu'après, quand la machine tourne, accepte que les États le fassent. Parce que c'est parce que vous laissez les États le faire qu'après, eh ben, ils font de l'ingérence. Très bien. On a bien perçu son point. Ouais. Elle estime que la FIFA qui est puissante et tout. Enfin bon, je pense que vous l'avez bien... C'est un jeu de dupes. Enfin, selon elle, c'est un jeu de dupes pour elle. Voilà. Daouda, vous aviez une question. Parce qu'elle a posé la question, elle a répondu en même temps. Jeu de dupes. Parce que, selon vous, ça paraît tellement illogique. Financièrement... Et elle ne peut pas prendre sous tutelle une fédération qui a des problèmes pour ne pas que l'État s'en mêle, ni financièrement, ni autrement. C'est la question que je pose. Moi, la question que j'aimerais poser à Marius et à tout le plateau en même temps... En réalité, vous posez la question, ce serait bien que vous y répondiez. Non, une question, toi, tu reposes non, moi, je ne peux pas répondre. Moi, j'avais ma question. Allons-y. Ma question, Marius va y répondre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous avons connu notre débat 4-0 contre la Guinée équatoriale, tout le monde demandait la tête de Gassé. Ouais. On est d'accord. Pendant ce temps, c'est là qu'on a vu se fuiter l'affaire de Hervé Renard. Mais quand il y a eu la fuite Hervé Renard, les jours après, mais dans les colonnes de certains journaux, Idriss ne voulait pas que Gassé parte. Donc finalement, qui nous proposait Hervé Renard? Moi, je dis, quelque part, est-ce que... Vous voulez en venir? Là où je veux en venir, c'est que quand on dit le politique n'a pas besoin de se mixer dans ceci, dans cela, quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que l'immixtion du politique dans la FECAFOOT est tellement flagrante que ça devient gênant? Sinon, finalement, est-ce que dans tous les États, le politique ne s'immisce pas dans la gestion de la chose sportive? N'allons pas loin. Le politique s'est immiscé au Cameroun sur la base des textes. Ils n'ont rien inventé. Voilà. Ils sont allés sur la base de leur texte qui dit que soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise, après avis obligatoire du ministère chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. L'État représenté par qui? Par le ministère des Sports. Voilà. Donc, ils agissent en fonction de leur texte. Maintenant, même si ici, en Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays où il n'y a pas de texte ici, on n'a pas ce texte-là. Et autres, n'empêche que, Marius, pour toi qui es président des consommateurs, tu le revendiques tant. Très bien. Quand sais-tu? Mais s'il vous plaît, on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ce texte-là. Non, du tout. Mais des suggestions pourraient bien entendu. Mais ma question en effet, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la FIP plus particulièrement, lorsqu'il y a à choisir l'entraîneur de l'équipe nationale, eh bien, la FIP fait ce travail avec responsabilité et propose le nom du choisi au ministère pour... C'est un échange de qui n'influence pas dans le choix. Mais qui peut donner un avis. Quand le ministère prend l'initiative, c'est par simple proposition. Le ministère fait une proposition, mais il ne revient pas au ministère de décider. Et la FIF n'est pas obligée d'accepter la proposition. Ah non, du tout, puisque les résultats de l'entraîneur incombent
au comité exécutif et au président en exercice. La preuve, il le disait tantôt, lorsque nous avons connu notre débat contre la Guinée équatoriale, on ne cherchait pas la tête du ministre des Sports, on cherchait la tête du président de la FIFA et de l'entraîneur. Très bien. Messieurs, la question de Pascal demeure. Élisée va essayer d'y répondre. Allons-y. Oui, moi, je vais juste répondre. C'est vrai que, comme elle le dit, la FIFA, c'est un État. On pourrait dire un État dans un État, mais il faut être aussi réaliste. C'est comme peut-être l'ONU. L'ONU regroupe tous les États du monde et tout ça. Mais l'ONU ne peut pas financer à lui seul ou à elle seule toutes les opérations de maintien de la paix et tout ça a besoin de l'appui de ces États-là. C'est exactement la même chose pour la FIFA. La FIFA arrive à soutenir les États qui sont, pardon, les fédérations qui sont en difficulté parce que ce n'est pas toutes les fédérations en difficulté en même temps. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur une normalisation en même temps. Il peut y avoir une ou deux sur une normalisation. La FIFA, avec les moyens qu'elle a, peut décider de soutenir cette fédération durant le temps de la normalisation. C'est pourquoi, justement, quand vous remarquez, la période de normalisation est très courte. On s'arrange à ce que ça fasse maximum une année. À la limite, quand on voit que ça ne fonctionne pas trop, on peut proroger d'une seconde année. Mais on ne va pas au-delà parce que ça nécessite de gros moyens. Parce qu'après, la gestion au quotidien sur l'aspect financier de ces fédérations-là incombe à l'État. Voilà, c'est à chaque État de financer son équipe nationale, de financer les déplacements de ses joueurs et tout ce qui va avec. Ça, ce n'est pas vraiment du rôle de la FIFA. La FIFA, elle récompense les équipes au regard de leurs résultats arrivés à un moment. Quand on va à la Coupe du Monde, tout le monde se bat pour y aller parce qu'il y a des fortes mannes financières qui rentrent quand on participe à la Coupe du Monde ou quand on la gagne. Et c'est ce que les États aussi, à quelque part, voient comme une contrepartie. Après avoir financé beaucoup, si on peut gagner une coupe et puis renforcer un peu, renflouer un peu nos caisses, ça nous permet de respirer. Voilà ce que je peux dire en fait. On termine sur le sujet, Herman, rapidement. Rapidement, pour ajouter un peu à ce que Élisée disait, la FIFA, au-delà des situations qu'elle gère quand il y a la normalisation, la FIFA, pour certains, pour développer le sport, le football dans des pays, subventionne, donne des moyens à ces fédérations qui sont membres. Voilà pourquoi, parce qu'on demande quand même une certaine petite des cotisations que chaque fédération membre doit pouvoir reverser à la FIFA. Dans tous les cas, le propos de la FIFA est apparu le 6 mai. Nous sommes pratiquement à la fin du mois de mai. Rien n'a bougé encore, au contraire. La tension s'élargit, elle s'épaissit, en espérant que d'ici juin, la sagesse arrivera et que les deux parties s'asserront à l'effet de revisiter ce texte-là demandé par l'instance suprême du football mondial. Du Cameroun, revenons en Côte d'Ivoire, principalement la fonction publique, ça vous dit? Oui. Alors, pour une véritable mise en œuvre du concept le fonctionnaire nouveau, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a procédé donc le mardi 28 mai, donc c'était hier, au lancement du recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. Très bien. Alors, les contrôles, il faut le dire, ça va faciliter donc les contrôles qui ont déjà eu lieu en 2016, 2019 et 2023. Daouda, ces contrôles ont permis donc de pouvoir travailler la régression de l'absentéisme. De 3,18%, on est passé à 1% en 2023. On dit Daouda ne va pas au travail. Avec, Marie, je pense que vous n'aviez pas la parole. Je la donne à Daouda. Daouda, avec cette mesure-là, on pourrait se retrouver, je peux rêver, à 0% d'absentéisme. Allez-y. Pourquoi pas? Mais je pense que le lancement de l'identification biométrique des fonctionnaires s'inscrit dans la volonté du ministre de la fonction publique de traduire en réalité la vision du chef de l'État, de trouver des fonctionnaires nouveaux. Donc, selon la ministre de la fonction publique, cette innovation se veut une nouvelle étape dans le processus de la transformation culturelle de l'administration. Quand on parle de culturel, c'est le mindset. Depuis très longtemps, les gens se sont toujours plaints. Oui, les agents publics ne travaillent pas bien. Ils sont absents. Donc, du coup, elle veut changer cela. Ce recensement biométrique permettra d'assurer une parfaite maîtrise des effectifs et de mieux maîtriser la masse salariale. Quand on parle d'argent, généralement, Marius, il est très au taquet. Très bien. Pourquoi je dis cela? Parce que vous vous rappelez qu'après 2010, il y a eu un recensement qui a été fait. Il y a plus de 3000 agents fictifs qui étaient dans les fichiers de l'État. Donc finalement, les 3000 agents fictifs-là, il y a des gens qui étaient payés. Il y avait un double salaire qui partait, ou bien même il y a des gens même qui sont décédés, mais ils continuent de percevoir des salaires et autres. Et tout. Ouais. Donc, il faut régler cela. Deuxième chose, il faut connaître le nombre exact de fonctionnaires. Pour aller plus loin, cette réforme va permettre... Jusqu'à présent, on n'a pas le nombre exact, Daouda, en Côte d'Ivoire. On parle de 257 000 fonctionnaires,
mais ça peut atteindre les 300 000. Donc, non, je pense qu'il veut plutôt dire qu'on a le nombre exact, mais le nombre réel de fonctionnaires en activité. Parce qu'on peut avoir un nombre de 350, entre-temps, si parmi il y a des doublons et autres, voilà. Il y a tout ça qui peut arriver. Et donc, cette réforme va permettre au dit de la ministre d'État de faire des économies à l'État. Donc, puisqu'il y a des doublons et autres... Les gens qui perçoivent 2-3 salaires... Ou bien leur indice, l'indice où ils sont, ils ne doivent pas être payés à cet indice-là, ça devient plus compliqué. Très bien, dans chute. Je vais chuter par ça. Il est important de noter que ce recensement biométrique vient pour corriger les insuffisances dont tu parlais du contrôle de présence électronique. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont à l'étranger. Vous vous rappelez qu'on a traité un sujet d'agents de santé qui sont partis au Canada, ou bien même il y a des fonctionnaires même qui sont partis, qui sont dans le privé, qui continuent de percevoir leur salaire en étant fonctionnaires. Donc, cet enregistrement biométrique vient pour répondre à toutes ces problématiques-là. Herman, certains pourraient dire beaucoup de réformes avec Madame la ministre d'État. C'est la réforme de plus qui va faire avancer les choses ou la réforme de trop? Mais elle est dans son rôle. Vous savez bien que quand elle arrive à la tête d'un ministère, elle essaie d'apporter sa touche, et sa touche, c'est toujours des choses qui sont innovantes. Aujourd'hui, avec ce nouvel outil, je dirais, ça va régler aussi la question des heures de travail. C'est-à-dire? Il y a des fonctionnaires qui viennent souvent, qui arrivent souvent à 10 heures, et qui, à 14 heures, cherchent à repartir à la maison. Ils viennent au boulot à 10 heures au travail et ils repartent à 14 heures. Voilà, ça fait 4 heures de travail. C'est quand même grave, ça, ce que vous dites. C'est vrai? Allez-y, allez-y. Je sais bien que vous êtes usagers des administrations, des services publics. Vous savez comment ça se passe. Il ne faudrait pas qu'on fasse de... Tout le monde sait que ça... Non, tout le monde ne sait rien du tout. Vous avez une vision très obsolète. S'il vous plaît. Non, je n'ai pas une vision très obsolète. Parlez-moi avec courtoisie, madame. Non, une vision très obsolète. Non, je n'ai pas une vision très obsolète. Ce sont des situations qu'on a tous vues ici, observées. Si vous n'avez pas vu, peut-être vous n'êtes pas sur la terre, il n'y a rien. Voilà. Donc je préfère arrêter là. Elle n'existe quasiment plus. Parce que laissez-le terminer, je vous prie. Non, je ne termine plus, puisqu'elle a une nouvelle vision. Donc, comme je disais, ça va régler ces questions de retard. Ces questions de retard qui font en termes de performance qui gênent, qui sont très, très négatives pour le bon fonctionnement de l'administration. Très bien. Pascal, votre point? Oui, mon point, c'est que pendant des années, on a vu l'administration publique, la fonction publique, être accusée de tous les maux à raison, pendant des années. Et puis, depuis un certain nombre d'années, il y a des efforts qui sont faits. Herman le disait, quand elle arrive, elle fait des réformes, elle essaye d'améliorer les choses. Et puis, on reconnaît qu'on fait des efforts, on essaie d'améliorer les choses. Pour preuve, on avait le recensement, passez-moi le mot, électronique. C'est ça. Oui, c'est ça. Et maintenant, on monte d'un cran, on fait le recensement biométrique. Donc, on reconnaît qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais ces efforts-là ont un effet, fatalement. Et ces effets-là, c'est que de moins en moins, les membres de cette administration-là, les fonctionnaires, ont de la marge pour ne pas être présents, pour ne pas faire leur travail, etc., etc. Et avec les systèmes, avec les programmes de formation... Non, je vais même plus loin. Avec les programmes de formation, parce qu'on ne fait pas que s'attaquer au contrôle, à la coercition. On ne fait pas que de la coercition, c'est ce que je voulais dire, mais on fait aussi de la formation. On fait prendre conscience aux gens que le service public, c'est un sacerdoce et c'est sacré. Donc, avec tous ces efforts-là, on ne peut pas toujours en 2024 tenir les mêmes discours qu'il y a 10 ans en disant que la fonction publique ne s'améliore pas, alors que soi-même, on pose les postulats de cette amélioration. La preuve, ce recensement biométrique. Élisée Boloubeu, est-ce que vous pensez que ce système-là permettra justement à ce que les fonctionnaires soient véritablement au travail quand on sait qu'aucun système n'est infaillible? Votre réaction? Bon, moi, je voudrais prendre le sujet sous un autre bout, par un autre bout, pardon. Je voulais prendre par un autre bout parce qu'en fait, justement, vous voyez, quand on évoque la situation, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est l'aspect coercitif. Moi, je ne veux pas qu'on voie ça sous le prisme de l'aspect coercitif. Mais qu'on voit ça plutôt sur le prisme de l'avantage même pour les fonctionnaires. C'est cela. Oui. Quels sont ces avantages, Élisée? Mais oui, imaginez, comme Daouda le disait tout à l'heure, je suis un fonctionnaire, je suis logé à un indice qui n'est pas le mien. Donc, ça fait que je ne suis pas rétribué à la hauteur de mes compétences et de mes valeurs. Ça va permettre de corriger. Donc, ça permettra tout de suite qu'on soit juste, c'est-à-dire que je sois rémunéré à ma juste valeur et à mon indice qui correspond effectivement à ma catégorie. Ça, c'est déjà un avantage. Le deuxième avantage,
moi, je peux être dans une administration où je fais beaucoup d'efforts, mais puisque c'est un travail à la chaîne, si les autres ne sont pas à leur poste, du coup, ça pèse sur moi ou bien ça ralentit le système. Exactement. Et nous tous, là, on est accusés de ne pas bien travailler. Alors qu'avec ça, éventuellement, ça va nous permettre quand même de renforcer nos capacités, de monter en puissance. Donc, je ne veux pas qu'on voie en fait cette réforme sur le prisme d'une sanction qu'on veut apporter ou bien d'un élément de coercition. C'est le sentiment que vous avez? Oui, mais le sentiment que moi j'ai, c'est plutôt que les fonctionnaires doivent se réjouir de ces mécanismes qui sont mis en place. Parce qu'en réalité, ça vient contribuer, pour moi, à la justice sociale. Ça vient contribuer vraiment à la justice sociale. Ceux qui travaillent méritent la rémunération de l'État. Ceux qui ne travaillent pas, pourquoi l'État va les payer? Parce qu'ils sont recrutés justement pour travailler. Donc, il ne faut pas qu'on voie juste l'aspect coercitif, mais qu'on voie cet aspect-là de ce que ça va ramener, cette justice-là, qui est importante pour dynamiser notre administration. Voilà ce que je veux dire. Marius, comment est votre point? Et puis on revient ici à Pascal et Daouda. Non, je peux vous assurer que c'est une initiative salutaire. Moi, je me laisse ces derniers temps bluffer par Madame la ministre d'État. J'avoue que depuis qu'elle a pris les rênes du ministère de la fonction publique, elle y apporte... Et de la modernisation de l'administration, c'est vrai. Du ministère de la fonction publique. Elle est dans son rôle. Elle marque des points. On a reçu, j'étais peut-être ce jour-là pas là, j'étais même pas là, je le dis clairement, mais on a reçu sur ce plateau le directeur général de l'ENA qui a étalé ses visions découlant des objectifs à lui fixés par Madame la ministre. Tout à fait. J'ai été également bluffé. Et donc, je peux vous assurer que partout où elle est passée, en tant que ministre, elle n'a eu de cesse d'imprimer sa marque. Et au niveau de la modernisation de l'administration publique, je sais très bien que le ministre Roger Félix Adom avait à l'époque initié justement ce projet d'identification biométrique, puisqu'il avait en charge la modernisation de l'administration et l'innovation du service public. Donc, il avait initié ce projet et je suis heureux que Madame la ministre d'État reprenne le dossier et fasse vivre ce dossier, de sorte aujourd'hui qu'on sache, comme le disait Daouda, combien de fonctionnaires réellement nous avons. D'ailleurs... C'est la question fondamentale, mais c'est trop... Mais je peux vous dire, Herman n'avait pas tort. Nous avons une multitude, je le dis et j'affirme, je sais de quoi je parle. Bien sûr. Une multitude de fonctionnaires qui sont à la maison à ne rien faire et qui sont régulièrement payés. C'est ce que vous dites. D'ailleurs, sur ce plateau, nous avons reçu un syndicat des impôts qui est venu confirmer qu'ils ont des collègues qui sont à la maison à ne rien faire, mais chaque mois, ils perçoivent les salaires. C'est pas de leur fait aussi. Hein. Mais bien sûr, mais justement, il faut mettre un terme à ça. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire. Très bien, Marius. Et vous ne faites rien du tout. Matin, vous dormez, le soir, vous dormez, et à la fin du mois, vous percevez un salaire comme ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller au travail. Je rappelle que lorsqu'on a reçu donc, notre ami syndicaliste, il a dit ils sont à la maison. Parce que justement, il y a un travail qui va être fait sur ce listing-là, mais ce n'est pas de leur fait. Oui, mais ça, très bien. Cette modernisation et ce processus d'identification biométrique va permettre de mettre un terme à cette gabegie. Et donc, mettre au travail ceux qui devraient Il faut que ceux qui dorment à la maison ne soient plus payés. Très bien, Marius. Ceux qui vont au travail doivent être payés avec nos taxes et nos impôts. Merci, Marius. Permettons, il nous reste 3 minutes ou 2. 1 minute, on va la partager entre Pascal et Daouda. Très vraiment la demi de la demi. S'il finit qu'il y a 30 secondes, je peux bondir dessus. Il vient de m'en prendre une demi là. Très sincèrement, moi je suis par principe contre toute stigmatisation de l'ensemble d'un certain nombre de personnes. Je veux dire, mais bien sûr, on n'est pas dans de l'angélisme pur. On sait très bien qu'il y a des gens qui profitent du système, qui profitent de ses failles. Mais je le répète, vous dites que des efforts sont faits, donc ils sont de moins en moins nombreux. Je voudrais donc que la stigmatisation, parce que le mot fonctionnaire, ça ne devrait pas être une injure. Il y a des agents du service public, il y a de grands commis de l'État, il y a des petites mains dans l'administration. Il y a certaines administrations où vous partez, où vos documents sont faits, vous voulez même donner 1000 francs, Absolument. 500, 10 000. La personne vous dit non, je n'en veux pas, je viens de faire mon travail. Pour terminer, l'angle d'Herman n'est pas le seul, d'Élysée. C'est rapidement pour dire que quand on a fini de connaître le nombre de fonctionnaires, quand on sait que tout le monde vient au travail, mais cet outil-là, il va avoir une deuxième vie. Et cette deuxième vie-là, c'est la vie de la performance. Mais c'est la vie aussi de
je parle de vie, VIE, c'est l'outil qui vous permettra non seulement, quand vous venez travailler plus d'heures, mais de pouvoir opposer à votre administration que j'ai travaillé 19 000 heures alors qu'on dit que j'en ai travaillé que 15 000 et d'avoir droit à vos primes, entre autres. Daouda, rapidement. Rapidement, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais que Herman et puis mon grand frère Marius revoient un peu leurs copies sur les fonctionnaires qui ne viennent pas au travail. Parce que dans tes propos liminaires, tu as dit l'absentéisme était autour de plus de 3%. À cause du contrôle de présence, on est à 1% d'absentéisme. Donc c'est pour dire que ce que tu dis n'est pas faux, Herman. Ce que tu dis n'est pas faux, mais des efforts sont faits. Mais moi, j'aimerais juste lancer un appel aux usagers. Merci, Daouda. Clients, et c'est fini. Très rapidement, aux usagers clients. Souvent, quand vous partez dans l'administration publique, ne restez pas derrière les murs. Allez-y éprouver le système. Je suis d'accord avec vous. Allez-y éprouver le système. Ne restez pas, quand vous partez faire vos casiers judiciaires ou des actes à la fonction publique, ne donnez pas l'argent aux vigiles, ne donnez pas de l'argent aux coxers pour après dire les fonctionnaires ne travaillent pas. Rentrez, éprouvez le système et signalez-les. C'est ça aussi le citoyen nouveau. S'il y a un fonctionnaire nouveau, il y a un citoyen nouveau. C'est fini. Un fonctionnaire nouveau. La gestion de la parole. On est en phase. S'il vous plaît, nous partons et on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous. Nous revenons donc sur le plateau après la pause. Nous avons un invité qui nous a rejoint, Alexandre Dongui. Comment gérer le stress des élèves en classe d'examen? On en parle tout à l'heure. Mais pour rappel, le 14 mars, on le savait, on l'a vu ici, la coupure d'électricité, du moins, la coupure des 4 câbles sous-marins qui avait bloqué les activités liées à Internet en Côte d'Ivoire. MTN Côte d'Ivoire, donc, dans une conférence de presse le vendredi 24 mai dernier, donne les raisons et surtout annonce de nouvelles mesures de sécurité. Reportage. Suite aux perturbations qu'a connues la Côte d'Ivoire en mars 2024, l'entreprise de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse le vendredi 24 mai dernier à Abidjan Plateau pour donner les raisons et annoncer de nouvelles mesures de sécurité. Aujourd'hui, MTN a finalisé la réparation de son câble Internet, de son câble sous-marin, le WAX. Le WAX est un câble qui part de l'Afrique du Sud, qui transite par plusieurs pays de l'Afrique, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, avant de rejoindre l'Europe. Les services Internet fournis par MTN Côte d'Ivoire, dès le 14, avaient été restaurés graduellement et l'Internet de MTN a retrouvé 100% de sa capacité dès le 17 mars. Selon les experts, comme mesure de résilience, MTN Côte d'Ivoire a déployé d'énormes moyens en mettant en service 2 Africa de grande capacité de 37 km qui sera opérationnel avant la fin de l'année 2024. Ce câble-là, dans sa conception, ne suivra pas le même chemin que le WAX, afin d'éviter qu'un courant de turbidité puisse l'affecter. Donc voici la résilience que MTN a déjà mis en œuvre. Et ce câble-là, il sera opérationnel avant la fin de cette année. Les installations sont pratiquement achevées. Cette conférence de presse, animée par les experts de MTN Côte d'Ivoire, avait pour objectif d'éclairer les abonnés sur l'état d'avancement des travaux de finalisation de la réparation de réseau Internet West Africa Cable System, WACS, de MTN-CI. Marius, comment ce câble-là sera mis donc en exercice d'ici la fin de l'année pour éviter ce genre de problème qu'on a vécu le 14 mars? Comment est-ce que vous réagissez à cela? Bonne nouvelle pour les consommateurs ivoiriens, bonne nouvelle pour l'administration publique également, puisque toutes les parties prenantes ont été affectées justement lors des effets néfastes donc, de ce que nous avons assisté. Je suis bien heureux que les responsables de MTN fassent une telle annonce, mais j'aurais été plus heureux que ces structures, cette organisation, j'allais dire professionnelle, puisse également faire des annonces allant dans le sens d'une réparation du tort causé aux consommateurs. Est-ce que vous avez fait justement, vous, en tant que président des consommateurs, est-ce que vous êtes parti? Mais c'est ce travail que nous n'avons de cesse de le faire. Nous pensons que peut-être le cadre n'est pas approprié parce que les discussions avec l'entreprise suivent son cours, mais je puis vous certifier d'une chose. Nous sommes en train de travailler de sorte à ce que de telles dérives qui ne connaissent pas de réparation pour tout ce que les consommateurs ont subi relèvent justement d'un passé très lointain en Côte d'Ivoire. Et avec la loi justement sur la consommation qui permet désormais aux associations de consommateurs d'ester en justice contre les structures même de l'État
contre les services des entreprises privées, nous attendons véritablement mettre en œuvre toutes les dispositions de la dite loi dans les années à venir. Et nous y travaillons ardemment avec notre ministère de tutelle. Je reste avec vous. Dans le cas d'Express, quel type de réparation aurez-vous donc aimé voir? Mais nous sommes en contrat avec un opérateur qui nous fournit des services. Oui. Et il est clair que lorsqu'il y a justement des dysfonctionnements d'une telle envergure, l'entreprise a l'aimabilité, pour ne pas dire l'honnêteté professionnelle, de faire au moins une réparation du tort causé à l'ensemble de ses abonnés. Exemple. Eh bien, on peut par exemple donner des datas gratuitement aux usagers en réparation du tort. On peut leur donner des communications gratuites. Il y a une pléiade de disponibilités dont regorge une entreprise pour réparer le tort. On ne demande, nous, organisations de consommateurs, quand nous allons dans les débats de ce genre, ce n'est pas pour aller tendre la main. Je suis même fort surpris qu'on nous dise qu'il y avait une ligue des consommateurs qui était représentée lors de cette information. Vous n'avez pas été invité, très bien. Pas nous. Je dis bien que quel a été l'apport de cette ligue de consommateurs dans les débats? Merci beaucoup, Marius. C'est ce que je dis, vous n'avez pas été invité. La Ligue a été choisie par rapport à votre organisation. Élisée Boloubé, comment est-ce que vous réagissez à cela? Bon, c'est déjà un soulagement hein, que MTN nous informe que le câble est réparé et que même ils envisagent de faire un second câble qui n'aura pas le même itinéraire que le premier. Donc, ce qui va certainement nous donner plus de chances de ne pas retomber dans ce qu'on a vécu le 14 mars dernier. Donc, ça, c'est déjà à saluer. Maintenant, revenant à ce que Marius a dit, je trouve que c'est pertinent. Je crois qu'il faut que ce soit une culture qu'aient nos différentes entreprises. Hein, parce que très souvent, vous ne pesez pas le poids des préjudices que les uns et les autres subissent. Vous imaginez 48 heures, 72 heures, voire pratiquement 4 jours, 5 jours d'interruption d'Internet. Dans notre ère actuelle, vous ne pouvez pas imaginer le désastre que ça peut causer. Tout à fait. Donc, arrivé à un moment donné aussi, il ne faut pas que ça passe par perte et profit. Il faut aussi qu'on ait quand même un ensemble de solutions à proposer aux usagers et puis les encourager effectivement à continuer avec notre service. Moi, je pense que ça aussi, il faut le noter. Herman? Non, moi, j'allais aborder dans le même sens que Komo et Élisée. Surtout que lorsqu'on a été perturbé 3 jours, après, on n'a pas vu comment est-ce qu'on a rattrapé les 3 jours. Même les services de ceux qui partagent les télévisions, les chaînes et autres, là, on nous fait payer toujours les mêmes montants, malgré ces perturbations qui ont perturbé leur service. Je veux dire que c'est un peu ça le drame. Aujourd'hui, un des opérateurs a réglé son problème, mais quand ça marche bien, c'est l'opérateur qui gagne. À quel moment le consommateur gagne quelque chose? Peut-être que justement, comme on avait une ligue représentée, une ligue des consommateurs représentée à la dite réunion, peut-être que des engagements ont été pris, je ne sais pas. Ça aurait été annoncé. Ça aurait été annoncé, oui, Pascal. Sur la question de la représentation de la Ligue, c'est un petit peu comme à l'Assemblée nationale. Si les populations, on dit que les députés représentent les populations, je veux dire, on peut soupçonner une certaine connivence. Alors, il faudrait que ce soit réglementé. On dit si un opérateur, c'est vrai qu'il y a les médias, mais veut communiquer sur un ensemble de mesures qui découlent d'une avarie voulue ou pas, subie ou non par cet opérateur, il faut qu'il invite au moins, par exemple, on pourrait dire 5 associations différentes qui n'ont en apparence aucun lien entre elles. Et à ce moment-là, les opérateurs seront obligés, au lieu d'inviter cette ligue que je ne soupçonne aucunement de connivence avec cet opérateur, mais on aurait pu inviter notre cher Marius Komoué, qui se prévaut de 18 000 adhérents et qui certainement, avec sa verve qu'on connaît, aurait une défense très bien. Plus affûtée. Mais une petite réaction sur ce que Marius a dit. Rapidement. Nous, Ligue des consommateurs, en tout cas pour ce qui le concerne, nous, associations de consommateurs, on se donne le droit, ou en tout cas la mission de, dans quelques années, que ce genre de choses n'arrive plus. Dans quelques années, Marius, venant de vous, je suis étonnée. Vous voulez dire dans quelques semaines? Oui, immédiatement. En vérité, vous n'avez pas tort de le dire. Non, elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Dès lors que les problèmes des Ivoiriens sont multiples et énormes, il est tout à fait indiqué qu'il y a urgence. Et donc, je comprends bien sa préoccupation. Et là, elle parle en tant que consommatrice qui vit certainement beaucoup de difficultés. Mais croyez-moi, la mise en œuvre de tels textes
c'est une nouvelle loi, une loi sur la consommation qui donne les pleins pouvoirs aux associations de consommateurs désormais d'ester en justice. Parce que par le passé, nous n'avions pas qualité pour le faire. Maintenant, vous pouvez. Mais maintenant, avec la nouvelle loi, nous avons qualité, d'après même les services de l'administration publique, d'après même l'État, devant les juridictions compétentes. J'ai reconduit plusieurs fois mon abonnement ce jour-là, parce qu'au début, je pensais que c'était de mon fait. Et jusqu'à aujourd'hui, mon opérateur ne m'a pas remboursé. Très bien. C'est dommage. Donc, Marius, comme moi, ce qui serait bien et qui arrangerait vraiment le plateau, c'est que vous soyez au cœur du dispositif. Non, pas forcément, pas moi en tant que tel, mais les organisations de consommateurs les plus crédibles du pays. Bon, si tu ne veux pas être au cœur, laisse-moi ta place, moi je vais être au cœur. Très bien, alors on termine avec ce point des consommateurs et on va ouvrir un peu le point de l'éducation. Et cette question, je pense, dépasse l'éducation. Comment gérer le stress des élèves en classe d'examen? Et nous savons que nous sommes pratiquement dans les examens à grand tirage. Le CEP a eu lieu, on a assez parlé de cela. Monsieur Alexandre Dongui, merci d'être là. Pourquoi un tel titre? Alors, un titre, comment gérer le stress des élèves en classe d'examen, parce que malheureusement, un élève peut échouer à un examen, pas parce que peut-être il n'a pas le niveau, mais à cause de la peur, la panique, dans une salle d'examen. Au total, le stress. Voilà. Donc, du coup, il va échouer et on va peut-être dire qu'il n'a pas étudié convenablement. Et l'année qui va suivre, si les mêmes situations se répètent, cet élève-là peut échouer encore. Parce que, tout simplement, le problème lié au stress n'a pas été résolu. Alors, donc, deux fois, on a ces témoignages-là où on se dit, on dit, par exemple, un élève, il est assez brillant, mais malheureusement, il a échoué à l'examen. On n'arrive pas à comprendre. Mais ce volet stress-là n'est la plupart du temps pas pris en compte. Très bien. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que le fait d'être brillant et de ne pas réussir, est-ce qu'il faut seulement le mettre au titre du stress ou il y aurait d'autres facteurs? Donc, si vous avez des chiffres pour nous, cela pourrait vraiment éclairer nos lanternes. Bon, en fait, parlant de chiffres, il faut dire que, de manière générale, c'est maintenant même qu'on commence à s'intéresser au stress à l'école. Donc, du coup, ce n'est pas évident qu'on ait encore des chiffres en Côte d'Ivoire parlant de stress. Très bien. Élisée? Vraiment, après l'introduction de M. Dongui, je pense que je peux comprendre maintenant pourquoi mon tonton que je connais avait fait 7 fois le bac. C'est tellement que c'était à cause du stress. Quel tonton? Bon, c'est un de mes tontons. D'accord, très bien. 7 fois le bac, c'est peut-être dû au stress. Donc, on ne va pas trop l'en vouloir. Maintenant, c'était juste de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier, je vais dire, les éléments qui montrent, voilà, qu'un élève en situation de stress, quels sont ces éléments-là qui montrent qu'un élément en situation de stress, et puis éventuellement, comment on peut l'aider? C'est-à-dire pour un enseignant, peut-être même qui constate ça, comment est-ce qu'il peut apporter son soutien à l'élève pour qu'il sorte de ce sentiment de stress? Alors, d'abord, dans un premier temps, ça me ramène d'abord à la définition du stress, qui est d'abord une réaction normale de l'organisme face à une agression, face à une situation. Alors donc, du coup, dans un premier temps, le stress n'est pas mauvais. C'est ce qui va permettre à l'élève, c'est ce qui va permettre, ce n'est pas seulement au niveau des élèves, même que ce soit les étudiants. On l'a dit, on va au-delà des élèves. Même, voilà, au-delà des élèves, effectivement, les travailleurs, etc. C'est ce qui va permettre à ce dernier-là de faire des prouesses, de réaliser certaines choses, peut-être qu'il ne croirait pas, peut-être capable, mais juste, c'est quelque part ce qui va le booster. Mais à un moment donné, lorsque, par exemple, le stress devient récurrent, lorsque c'est constant, ça finit par créer des symptômes. On parle de symptômes. Et vous allez voir dans l'intervalle, par exemple, des évaluations, dans l'intervalle des examens, certains élèves vont commencer à avoir des vertiges, vont avoir des problèmes de concentration, vont commencer à avoir même des nausées et des maux de tête. Donc, du coup, imaginez un élève, par exemple, ou un étudiant qui a des maux de tête, ce n'est pas évident qu'il puisse véritablement étudier pour dire qu'il va rendre concrètement ce qu'il a appris pendant toute l'année scolaire. Pour meilleure compréhension, vous disiez tout à l'heure que le stress sera donc cet élément-là qui fera en sorte que l'élève va travailler, va être boosté. Il est donc positif
il peut se retrouver également négatif. C'est voilà, ce que vous effectivement. Dites. Très bien, Herman. Une situation pratique. Hein. Il y a ma consoeur tout récemment qui a repris sur sa page un reportage sur les caméras de surveillance lors des examens. Et du coup, il y a dans les commentaires des parents, des personnes qui disaient que arrêtez de stresser les candidats aux épreuves. Comme quoi, aujourd'hui, le stress, est-ce que là, on peut parler de stress? Est-ce que ces dispositifs qui sont mis en place pour essayer de faire en sorte que, pour lutter contre la fraude, finalement, peuvent constituer des facteurs agir de stress? sur l'émotionnel des élèves? Oui, en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre, c'est-à-dire que face au stress, on n'a pas forcément tous les mêmes réactions face à une situation qui se présente. Parce qu'on dit tout simplement, il y a stress lorsque la situation est nouvelle. Lorsque la situation, peut-être, c'est la première fois, peut-être qu'on est confronté à cette situation-là, on peut stresser. Certains vont, par exemple, en parlant par exemple du trac, etc. Alors, donc, quelque part, pour certains, par exemple, peut-être peuvent stresser juste pour ça. Par contre, d'autres vont se sentir carrément peut-être à l'aise avec que ce soit les caméras, etc. Donc, dans un premier temps, on ne peut pas directement dire, bon, peut-être que ça pourrait enclencher un système de stress. Mais vous, quel est votre avis sur la présence des caméras sur la performance? Facteur de stress ou pas? Et on va bon, je ne dirais pas, pour un élève vraiment préparé, je ne dirais pas que c'est un facteur de stress. Très bien. Très bien. Alors, j'aimerais avec vous qu'on puisse regarder un peu le déclenchement du stress dans le corps. C'est très important. On a donc l'hypothalamus, l'hippocampe, l'hypothalamus, les glandes surrénales. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce schéma qui est dans votre œuvre? Bon, effectivement, c'est-à-dire que pour parler de stress, il y a bien évidemment le déclenchement d'un certain nombre d'hormones. Tout à fait. Et ce sont les hormones-là qui vont soit nous mettre dans un état de stress ou bien vont nous mettre dans un état hors stress. Alors, donc, comme je disais deux fois, j'aime le dire dans mes conférences, ces hormones-là, en fait, ne demandent pas notre avis. Il suffit seulement qu'on soit dans certaines conditions, automatiquement, on déclenche le système d'hormones. Quelqu'un qui est en train, par exemple, de rire, automatiquement va libérer des hormones que nous, on appelle en parenthèse des hormones du bonheur. Et du coup, vous allez voir qu'en fait, il aura une journée luisante. Par contre, quelqu'un qui est en colère va libérer le cortisol, etc., qui participe, bien évidemment, qui fait partie des hormones du stress. Et du coup, va se retrouver dans une situation... Exemple d'hormones du bonheur? On a l'ocytocine, par exemple. Voilà, l'ocytocine, exactement. Voilà, l'ocytocine qui est considérée comme hormone du bonheur. Très bien. Pascal et ensuite Élisée. Oui, très concrètement, je sais que nous sommes dans la période donc, des examens. Les jeunes sont en train de regarder, les examinateurs aussi, les surveillants. Un cas très pratique, hein. Vous êtes en train de surveiller des élèves en train de composer. Il y en a un qui a les mêmes moites, qui n'arrive plus à écrire, qui commence à trembler. Donc, qui est en état de stress, manifestement. Qu'est-ce que vous conseillez à l'examinateur, au surveillant de faire pour ne pas qu'il rate son épreuve totalement? OK. En fait, au niveau peut-être que de l'examinateur, je vais plutôt commencer d'abord... Ou de l'élève même aussi. Voilà, de l'élève. C'est-à-dire commencer par l'élève, parce que bien évidemment, je me dis que certainement, en nous suivant ce soir, beaucoup d'élèves voudront savoir comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur stress dans la salle d'examen. La première des choses à faire, avant même d'avoir accès à la salle d'examen, la première des choses à faire, ça on nous demande déjà ça à l'école, c'est de venir au moins un jour avant, venir repérer sa salle et sa place. C'est important? Oui, c'est très important. Voilà, parce que un élève, par exemple, qui arrive dans le centre, parce qu'il n'est pas peut-être venu la veille et qui vient dans le centre, il n'arrive pas à retrouver sa salle, ça sera une source de stress. Il va paniquer pour ça. Donc, du coup, la première des choses à faire, c'est de venir d'abord trouver sa salle et sa place. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que
lorsque, par exemple, pour avoir accès à la salle, il faut avoir à sa disposition tout le matériel dont on a besoin. C'est qui est-ce que je viens à votre On va aller rapidement parce que le temps est également court, on va aller très vite. Alors donc, il faut avoir tout le matériel. C'est-à-dire la convocation. La convocation, les équerres, etc. Oui, très bien. Et je conseille les ensembles géométriques. Voilà, l'ensemble géométrique. Je conseille même d'avoir peut-être 3 stylos bleus. Très Absolument. Bien. Quand on finit tout ça, mon point c'est... L'élève qui s'est préparé, il est venu, il a vu tout ça, mais malgré ces points-là, il est quand même stressé. Ça se déclenche tout seul. Comment devrait réagir le surveillant? C'est très important. Et l'élève aussi. Par exemple, au vu du premier sujet. Il panique. Oui. Il panique. Réaction, en fait, notamment, je commence plutôt par l'élève parce que lorsque, par exemple, on reçoit un sujet, malheureusement, ce que la plupart des élèves étudiants font, c'est qu'ils sautent carrément sur le sujet, ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est quoi il faut faire? C'est-à-dire que dès qu'on reçoit la feuille, on temporise, on laisse au moins passer 5 minutes. Très bien. 5 minutes pour se concentrer, 5 minutes. Pour ceux qui sont croyants, c'est l'occasion peut-être de prier. 5 minutes, mais en fait, essayez d'oublier carrément la feuille, de telle sorte que la feuille ne prenne pas un contrôle sur nous. Très bien. Je suis obligée de vous stresser, hein. Excusez-moi, parce qu'il nous reste 1 minute en fait. On est coutumier du fait. Voilà, bon, ils sont habitués, je suis obligée de vous stresser. Allons directement sur la réaction de l'enseignant, je vous prie. Vous avez parlé de l'élève, très bien, c'est parfait. L'enseignant, comment il doit gérer un tel cas? Bon, en fait... En quelques secondes, s'il vous plaît. Je pourrais dire au niveau, par exemple, de l'enseignant, c'est-à-dire... L'examinateur. L'examinateur, voilà. peut-être, il peut venir auprès peut-être de l'élève et essayer de le rassurer un peu. Le motiver. Bon, un temps soit peu le calmer. Mais je pense que pour un élève qui prend ces 5 minutes-là, il n'aura pas ce problème-là. Très bien. Donc, vous dites que les surveillants devraient avoir la capacité de rassurer les élèves qui seraient peut-être hésitants ou paniqués, pas de crier, pas de leur faire de remontrances. Dans la limite de ce que le règlement leur dit, hein, parce que trop d'acquaintance pourrait être suspect. Voilà, c'est-à-dire que l'approche, par exemple, d'un examinateur trop proche, voilà, d'un élève, automatiquement, c'est suspect. Très bien. Donc, c'est beaucoup plus l'élève qui doit prendre cette disposition. Il est 27. Il est 20h27 et c'est le temps imparti pour cette émission-là. Moi, j'ai été très heureuse de vous recevoir. Je suis obligée de vous couper. Désolée pour le stress, mais on comprendra. La télé, c'est aussi le respect du temps parce qu'il y a d'autres émissions derrière nous. Après nous, du moins. Alors, vous êtes Alexandre Dongui et la thématique, c'était comment gérer le stress des élèves en classe d'examen. Une œuvre que nous vous recommandons fortement. Au-delà d'être élève, si vous êtes parent, n'hésitez pas également. Merci d'être venu. Juste savoir où est-ce qu'on peut trouver le livre, s'il vous plaît? Oui, à la librairie Carrefour, à Cocody. Très bien. Voilà, et chez la sœur Pauline aussi. Et là, vous êtes stressé. La librairie de France? Non. Dans la librairie. Merci beaucoup. Ce sera dans la librairie. Voilà. Merci Pascal. Élisée, Marius, Herman. Merci Christelle. Daouda qui nous a quittés. On se retrouve donc demain. Portez-vous bien, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.